Bonjour à vous tous, un nouveau numéro de 300 millions de critiques, donc toute l'actualité francophone. Nous sommes à la Fondation Vuitton et dans une salle qui est entièrement consacrée donc à Murakami, le grand artiste japonais. Mais ce n'est pas le seul propos de cette exposition qui, vous savez, est intitulée Au diapason du monde, qui va durer jusqu'au 27 août 2018. Et nous sommes avec Jean-Paul Clavry, qui est le conseiller spécial dans le domaine de l'art et dans le domaine du mécénat de Bernard Arnault. D'abord, est-ce qu'on peut raconter, Jean-Paul, bonjour, la vision d'ensemble? Est-ce que c'est une sorte de best-of de la collection Arnault ou est-ce que c'est un choix particulier autour d'un thème? Bonjour Guillaume. Écoutez, c'est d'abord une exposition jamais vue d'œuvres de la collection jamais montrées. Donc, Suzanne Paget, la directrice artistique de la Fondation, a rassemblé une trentaine d'artistes, à peu près 70 œuvres, autour d'un thème qu'elle a intitulé le Au diapason du monde, et qui établit le rapport de l'homme face à son environnement vivant, c'est-à-dire l'animal, le végétal, l'humain, et même le minéral, quand on voit la pièce de Pierre Huyghe dans la galerie du rez-de-chaussée. Donc, ce sont des œuvres de la collection, et ça a établi, en effet, de façon spectaculaire, je pense, dans l'ensemble du bâtiment, l'engagement de la Fondation Louis Vuitton pour l'art contemporain, mais aussi pour l'art du XXe siècle, puisque vous avez des pièces majeures de Giacometti, Yves Klein ou Paul Klee, qui sont des artistes disparus, ou Matisse, un magnifique papier découpé. Donc, oui, c'est une exposition qui met en rapport le visiteur et les artistes autour d'un projet ambitieux, rigoureux, unique, je pense, à l'image du bâtiment de Franck Gehry. Alors, il y a une chose qui est assez caractéristique dans l'histoire de l'art que vous connaissez bien, c'est qu'au fond, on parlait de Matisse et de Giacometti pendant une grande partie du XXe siècle, ça nous paraît il y a très longtemps. En gros, tout se passait à Paris, puis ça a basculé dans les années 50, tout s'est passé en gros aux États-Unis, ou en tout cas dans le monde anglo-saxon. Et là, on est typique dans une période que vous montrez, qui est très particulière, parce que c'est une période où il n'y a plus de centre. C'est-à-dire que vous avez Murakami qui est japonais, Boltanski qui est français, Dan Flavin qui est américain, et d'autres artistes qui venaient d'autres régions du monde. Et c'est peut-être la caractéristique de la génération d'aujourd'hui, justement, de ne plus être centré. Je crois que dans le domaine de l'art, on vit en effet une forme de globalisation, c'est-à-dire le dialogue des cultures, le dialogue entre des artistes d'Asie, d'Amérique, d'Amérique latine, je pense à Adrián Vilar-Horas, d'Europe, allemands, français. On a quand même dans l'exposition 9 artistes français sur ces 30 artistes que nous présentons. Eh bien, aujourd'hui, tous ces artistes, je dirais, ils ont en effet leurs racines, leur identité très marquée, mais ce sont des citoyens du monde. Donc, on vit dans le domaine de l'art plus que jamais une forme de globalisation. En effet, ce dont vous parlez, c'est après la guerre, le basculement du centre de la création entre Paris et New York. Mais je crois qu'aujourd'hui, on vit un nouvel engagement, et ça, je dirais, c'est ce que nous promet le XXIe siècle, c'est où les artistes, de quelque pays qu'ils soient, sont des citoyens du monde et sont regardés par les visiteurs ou les amateurs du monde entier. Regardez Murakami, parce qu'il est à Paris, aujourd'hui, il est japonais, mais il vit à Tokyo, à New York, et maintenant il expose à Paris, il est parisien, puisqu'il offre ce magnifique ensemble qui appartient à la Fondation, il l'offre aux Parisiens. Dernière question, puisque nous sommes dans cet espace, donc Jean-Paul Clavry, concernant Murakami. C'est vrai qu'il y a 20 ans, allez, mettons 30 ans, à part des peintres assez anciens comme Zhao-Uki, ou encore plus anciens comme Fujita, on avait l'impression qu'il n'y avait pas d'art contemporain ou d'art moderne asiatique. Et brutalement, dans les années 90, qu'il s'agisse des Chinois ou du Japonais dont on voit les œuvres, on a vu quand même une explosion qui était totalement inattendue, en fait.
Oui, parce que, en effet, l'identité artistique de pays comme le Japon ou comme la Chine nous était très étrangère. Et Murakami, vous voyez ici, cet environnement est très lié au monde des mangas. Le monde des mangas, aujourd'hui, n'est plus uniquement un monde japonais, n'est plus uniquement une création du Japon. Elle est devenue totalement internationale. Et la lecture de tous les adolescents, One Piece et tout ça. Et la lecture, donc toute la jeunesse s'est familiarisée à ce thème des mangas, et Murakami le dépasse très largement, parce que on peut dire que le manga, le thème du manga devient anecdotique, et il s'engage vers les grands mouvements de notre société actuelle. Tout ça paraît amusant, presque ludique. En fait, il traite du thème de la mort, du thème de la destinée, du thème du passé par rapport au futur. La salle suivante, il traite du tsunami, qui a été, je crois, un traumatisme terrible pour le Japon, mais pour le monde entier. Donc, en effet, le message de Murakami, l'art de Murakami, il est très ancré dans la culture japonaise, mais il est compris, il est sensible au public du monde entier. Voilà, Fondation Louis Vuitton, le journal. Vous trouverez à la une donc un tableau de Gerhard Richter, donc le grand peintre allemand qui a 80 ans et dont l'histoire est très marquée à l'histoire du nazisme. Premier tableau donc qui furent des tableaux figuratifs et puis des grands tableaux abstraits, voire des monochromes. Je vous le remontre. Le temps que notre ami donc Jean-Paul tourne le dos, ce qui me permettra de subtiliser discrètement le paravent qui est derrière lui et que je vais embarquer. Je plaisante, bien sûr. Mon cher Jean-Paul, j'étais ravi, nous sommes ravis d'être chez vous. Voici le sommaire de l'émission qui démarre et les chroniqueurs vont le retrouver dans un instant pour 300 millions de critiques. Pour ses vœux, la ministre de la Culture française, Françoise Nyssen, évoquait l'idée de faire voyager la Joconde jusqu'au Louvre-Lens, idée qui semble de plus en plus irréalisable. Nous parlerons aujourd'hui de ce cas et de celui d'autres chefs-d'œuvre difficiles à bouger. En ce moment, l'Institut du monde arabe offre à ses visiteurs une exposition sur l'épopée du canal de Suez. L'art est-il un bon moyen pour explorer l'histoire? Nous en débattrons. Max et Maestro est une série animée française ayant pour but d'éveiller les petits à la musique classique. Des initiatives de plus en plus nombreuses ont cet objectif, nous en discuterons. Et comme chaque semaine, le Zap Culture nous fera voyager dans la francophonie qui bouge et crée. 300 millions de critiques, c'est maintenant. Nous sommes avec Nicolas Georges, mon cher Nicolas, bonjour, de TV5 Monde, je suis ravi de vous accueillir. Myriam Fémiou de Radio-Canada, Alain Gerlage de la RTBF, Laura Tenouji de France Télévisions et Michel Serruti de la Radio-Télévision Suisse. Vous avez le droit à un baiser collectif de ma part, ce qui est extrêmement rare. Je plaisante, je dis n'importe quoi. La ministre de la Culture française, Françoise Nyssen, c'est le premier sujet, évoquait l'idée curieuse de faire voyager la Joconde jusqu'au Louvre-Lens, ce qui a toujours fait hurler les conservateurs du monde entier. Idée qui semble de plus en plus irréalisable, une étude ayant chiffré qu'un tel déplacement coûterait au moins 30 millions d'euros sur les deniers publics. Nous allons aujourd'hui nous poser la question de l'opportunité ou non, à l'ère du numérique, de faire voyager les chefs-d'œuvre pour les exposer ailleurs. Voici donc le thème du débat. Alors, vous avez été au Louvre-Lens. Eh bien, j'y suis allé très récemment. Et vous avez vu les pancartes avec la Joconde arrive. Voilà, il y a en effet des grandes pancartes qui demandent de promouvoir le hashtag, le mot-clé pour la Joconde au Louvre-Lens sur les réseaux sociaux. C'est une initiative de la mairie. Alors, je vais dire tout de suite que moi, je trouve que c'est une fausse bonne idée. Pourquoi ? Évidemment, il y a des problèmes qui sont liés à la sécurité, au coût, les assurances, à la fragilité des œuvres, etc. Ouais. Mais je pense aussi que ce qui intéresse, et si on a envie de faire venir les gens au Louvre-Lens, c'est en offrant des expositions originales. Et c'est le cas cette fois-ci d'ailleurs. Il y a une exposition sur l'art persan qui vient de démarrer. C'est une exposition qui connaît un succès grandissant, vraiment. C'est le meilleur démarrage d'une exposition au Louvre-Lens. Voilà quelque chose qui est original et qui va faire peut-être en sorte que des gens se déplacent. Il me semble que c'est ça la bonne piste. Mais cela étant dit, Lens-Paris, c'est 130 km, donc si vous avez envie de voir la Joconde, vous pouvez venir la voir à Paris. Il y a un grand aspect pour ceux qui conservent la Joconde, c'est qu'elle est quasiment intransportable. Elle a fait
quelques voyages dans sa vie, très très peu. Mais au-delà de cette affaire de Joconde, est-ce que vous considérez que le déplacement des œuvres, Myriam, est une chose nécessaire? Ben, tout simplement. Pour nous qui voulons voir les grandes œuvres, ça peut être chouette de penser les faire voyager, mais quand je m'attarde au coût, vous avez parlé de 30 millions d'euros. Pour nous, dans un petit marché, c'est complètement hallucinant de parler de chiffres comme ceux-là, d'autant que la plupart du temps, ce sont les musées qui doivent assumer ces frais-là. Donc, on se pose par contre la question, beaucoup au Québec, au Canada, à savoir si on comment faire pour faire bouger les œuvres? Les expositions voyage, Myriam. Les grandes expositions voyage, mais les œuvres qui sont les cartes, les signatures des musées, comment on les fait voyager? Avec quel argent on les fait voyager? Par quoi on les remplace? Par exemple, je pense à notre grande œuvre au Québec, qui est l'hommage à Rosa Luxembourg, qui est une fresque immense. Avec quel budget un musée peut la faire bouger? C'est clair qu'on n'a pas, ces moyens-là. Au Québec, comme partout dans le monde, des expositions qui voyagent dans le monde entier. Parce que maintenant, toutes les expositions sont elles ont été conçues comme telles. Pour voyager dans le monde entier. Exactement. Vous me faites penser à l'exposition sur Leonard Cohen, qui vient tout juste de se terminer au Musée d'art contemporain. C'est une exposition qui a été montée pour le musée, mais avec tout l'engouement qu'il y a eu au cours des derniers mois, c'est une exposition qui est maintenant convoitée un peu partout dans le monde. D'ailleurs, le marché de l'art québécois et canadien commence à prendre de l'expansion. Donc, on se pose de plus en plus ces questions-là. Comment faire rayonner nos œuvres et nos artistes à l'étranger, mais à quel prix? Ça, c'est une très bonne question. Et l'art, je pense notamment à l'art autochtone, l'art des Premières Nations, qui est de plus en plus estimé à l'étranger, au même titre que d'autres courants. Est-ce que le problème ne se pose pas surtout, d'abord et avant tout, ce qu'il y a à Joconde, avec les chefs-d'œuvre anciens qui posent des problèmes de restauration considérables, parce que les œuvres contemporaines, voire modernes, il y a eu des expositions impressionnistes dans le monde entier. Alors, il y a des moments où les héritiers, par exemple, ne veulent pas qu'Impression Soleil Levant bouge pour des raisons qui sont des raisons qui font qu'ils ont donné cette œuvre au musée Marmottan. Mais toutes les grandes expositions, des expositions Warhol, il y en a dans le monde entier, des expositions Matisse, il y en a dans le monde entier. Donc, c'est un peu particulier, cette histoire-là. C'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. 3 mois de déplacement de la Joconde au Louvre-Lens coûterait effectivement 30 millions d'euros. C'est effectivement les études qui ont été faites par les équipes du Louvre. Et puis, il y a aussi une autre chose qui est intéressante, c'est que le Louvre a également fait une autre étude en parallèle du coût du déplacement. C'est combien est-ce que ça coûterait au Louvre-Paris de ne plus avoir la Joconde à Paris. 13 millions de pertes. Vous imaginez, pendant 3 mois, si on n'a plus la Joconde à Paris. Donc, on peut s'imaginer qu'entre la fragilité... C'est comme les Demoiselles d'Avignon au MoMA. On a eu une grande exposition avec 200 œuvres du MoMA ici. Ça. Pas les Demoiselles d'Avignon, parce que si vous les enlevez du MoMA, les raisons d'aller au MoMA sont évidemment de plus en plus faibles. Donc, on comprend que, entre les pertes d'un côté, les risques de l'autre, on se pose des questions sur des œuvres incontournables comme ça. Michel. Oui, je crois qu'il y a un peu 2 types d'œuvres. Nicolas en parlait. Je crois qu'il y a les œuvres qui sont signatures emblématiques d'un musée et dont les musées auront beaucoup de peine de se séparer pour des raisons purement économiques et touristiques, parce qu'aujourd'hui, la culture et les musées sont devenus un atout majeur touristique pour les capitales. Donc, on va pas vraiment vouloir s'en séparer. Puis après, il y a d'ailleurs une pétition qui a été signée par des dizaines de gens contre la proposition de Françoise Nyssen. Oui, alors ça, je peux imaginer, effectivement. Puis après, il y a par contre les expositions qui tournent, mais qui sont conçues dès le départ pour pouvoir tourner, avec des œuvres peut-être qui sont tout aussi intéressantes, qui sont moins majeures, qui sont moins incontournables de l'histoire de l'art, et puis qu'on peut voir un petit peu partout. C'est compliqué à dire. Je pense qu'il y a des enjeux artistiques, il y a des enjeux économiques. Je pense qu'aujourd'hui, on peut peut-être dissocier, on va dire, les privés des publics. Aujourd'hui, je pense que les musées privés ont paradoxalement plus de possibilités d'échanger des œuvres parce qu'il y a des dons, il y a des contreparties qui sont organisées pour des raisons économiques. On peut penser à la fondation dans laquelle on est aujourd'hui, qui a peut-être plus de possibilités d'agir pour faire venir des œuvres ici ou pour en prêter d'autres parce que la collection est riche. Donc il y a des allées et venues de cette manière-là que les musées publics qui doivent faire attention à certains coûts, à certaines œuvres, à mettre en avant la ville dans laquelle ils se trouvent, à continuer de pouvoir rayonner à l'intérieur d'une ville. Mais le propos de Françoise Nyssen, pardonnez-moi, mais il y a une chose qui est
qui est au cœur de tout ça, qui est l'éternel débat sur la démocratisation de la culture. Parce que c'est une banalité de considérer qu'il y a des œuvres qui ne bougeront jamais. Par exemple, le David de Michel-Ange, vous n'allez pas l'enlever de la place de Florence pour le trimballer partout. C'est impossible. Il restera à Florence. Et si vous voulez voir le David de Michel-Ange, vous irez à Florence. Après, il y a cet éternel débat qui est posé par les ministres de la Culture, consiste à dire, pour démocratiser la culture, il faut que les œuvres bougent. Mais quelles œuvres? Des œuvres que tout le monde connaît et qu'on a vues 100 fois en reproduction. Allez, l'intérêt de la Joconde, quand on voit le tableau, c'est quand même de pouvoir dire « j'ai vu la Joconde ». Voilà. Je veux dire, si on s'intéresse un peu à l'art, on connaît déjà tout du tableau. Par contre, des œuvres contemporaines, moins connues, qui, elles, circulent, ça participe, à mon avis, à la démocratisation de la culture, me semble-t-il. Et puis ces œuvres... Oui, Nicolas, et après on va voir un très rapidement, mais ces œuvres aussi. Moi, j'ai envie d'aller au Louvre à Paris pour voir la Joconde. J'ai envie d'aller dans une ville à l'étranger pour voir telle œuvre. Ça fait partie de la magie de l'ensemble. Et on offre la culture aux gens, mais on offre aussi une part du voyage et de la découverte d'une ville. Voilà. Donc pour moi, c'est un packaging, un pèlerinage Exactement. Artistique à chaque fois. D'ailleurs, il y a une chose que fait remarquer notre bien-aimée productrice, c'est qu'il existe Internet. Mais je lui dis que malheureusement, voir une œuvre en photo, ça n'a strictement aucun rapport. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Comment ça? Mais non, parce que là, vous parlez de photos. Vous parlez de photos. Oui. Sur Internet aujourd'hui. Même si vous avez la dimension la plus complète, vous verrez les sculptures du Bernin ou le David de Michel-Ange. Vous avez déjà essayé avec les casques de réalité virtuelle? Avec la 3D. Et alors, vous trouvez pas... Enfin, mais il n'y a pas de matière. C'est la même chose, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Oui, il n'y a pas de matière, mais quand vous allez au Louvre voir la Joconde, il faut vraiment s'approcher pour voir la matière. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le musée du Louvre a créé sur son site Internet un département qui s'appelle Œuvres à la loupe. Et vous allez voir la Joconde comme vous ne pouvez pas la voir avec vos propres yeux. Ouais. Parce que vous allez qu'elle est japonais. Non, c'est très... Il y a des Japonais, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une manière de faire voyager les œuvres qui est sûre et qui est peu coûteuse. Et je vous recommande, je suis sûre, tout à l'heure, je vais vous faire une petite leçon de œuvres à la loupe, vous allez être bluffé. Mais ça n'a aucun rapport. Donc même, ça permet de faire découvrir les œuvres. Et qu'on regarde les œuvres au microscope, comme le font les restaurateurs depuis des années, les historiens d'art, qu'on regarde un petit bout, etc. Tout ça est logique. Mais c'est le même principe que de voir Apocalypse Now sur un téléphone portable. C'est pas fait pour ça. Quand la Joconde a été créée, ça n'a pas été fait pour voir ça en 3 dimensions à la loupe. C'est un contresens complet. Mais est-ce que ça a été fait pour voir ça avec des dizaines de gens? Ça a été fait pour des bourgeois parmesans. Voilà. C'est un portrait de famille. C'est mieux que rien. Non, mais il y a une chose. J'ai pas dit que c'était mieux. Il y a une chose qui est vraie, effectivement, que de regarder ça sur Internet, ça peut vous familiariser avec l'œuvre. Mais il y a une expérience devant laquelle je me retrouve chaque fois. Les nymphéas de Monet sur une. Si vous regardez, par exemple, si vous regardez les nymphéas de Monet, regardez les nymphéas de Monet à l'Orangerie ou sur Internet. Ça n'a aucun rapport. Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que quand vous êtes face à une toile, à une vraie toile, il y a chaque fois cette espèce de vibration et que vous avez en face de la toile qui est liée à l'air, à la matière de la toile, à ce que vous êtes, ce qui se passe dans la pièce, que vous n'aurez jamais sur une reproduction numérique. Et franchement, vous faites cette expérience-là, voilà, c'est plus possible de revenir en arrière. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que l'un est complément de l'autre. Et n'oubliez pas, vous avez la chance d'être à Paris ou en Suisse ou en Belgique et vous avez ce musée-là chez vous. Pour nous qui n'avons pas toujours l'occasion de visiter ces grands musées, je trouve que c'est un accès gratuit. Exactement. En ce moment, deuxième sujet, l'Institut du monde arabe offre à ses visiteurs une exposition sur l'épopée du canal de Suez. L'art est-il un bon moyen pour explorer l'histoire? Voilà encore une question de fond. Nous en débattrons après ce sujet de TV5 Monde que voici. Voilà, bonjour Simane. Bonjour. Ravi de vous retrouver, veste bleue électrique, ce canal de Suez à l'Institut du monde arabe. Est-ce que ça vous paraît important? Oui, c'est une exposition vraiment exceptionnelle. D'abord pour son intérêt historique.
le canal de Suez, c'est quand même un fantasme, un rêve qui dure depuis 4000 ans, depuis la 12e dynastie égyptienne jusqu'au général Sissi, en passant par Ramsès, par les Ptolémées, par la conquête musulmane, par les croisés, les Vénitiens. Tout le monde, depuis 4000 ans, rêvait de relier la Méditerranée à la mer Rouge et donc à l'océan Indien. Là, si on suit la logique du précédent débat, est-ce qu'on a amené le canal de Suez directement à l'Institut Monde Arabe? Je vous assure, les Suisses n'ont jamais rêvé qu'il y ait un canal de Suez. Hein. Non, alors continuons. Parce que on plaisante. Je parle des empires maritimes. Mais ils consommaient les épices qui passaient par le canal de Suez. Parce que c'est vraiment une épopée. Et l'exposition est intéressante parce qu'elle donne à l'œil à voir des images qui vont depuis les sculptures pharaoniques qui montrent les premiers hiéroglyphes où les pharaons rêvaient déjà de creuser cet isthme, jusqu'aux vidéos d'aujourd'hui, jusqu'aux archives documentaires où on voit Nasser annoncer la nationalisation du canal de Suez en 1956, sans oublier les maquettes d'architectes du 19e siècle qui sont avec une finition. Je ne savais pas qu'à l'époque, on disposait de matériaux pour faire des maquettes aussi sophistiquées et aussi nettes. Il y avait de très bons ingénieurs déjà à cette époque. Déjà. Non seulement des ingénieurs, mais ce qui est fabuleux dans l'épopée du canal de Suez, qui, dans les travaux, ont commencé en 1858, c'est-à-dire il y a 170 ans, et qui ont été achevés 10 ans après, avec 1,5 million de travailleurs égyptiens, des ingénieurs français, des architectes, c'est qu'il a été mis en œuvre par des utopistes français qu'on appelait les Saint-Simoniens. C'était des ingénieurs, des polytechniciens, un peu illuminés, mais qui avaient une vision humaniste, universaliste. Ils voulaient relier l'Orient à l'Occident, l'islam à la chrétienté, le Nord au Sud, et relier non seulement les continents, mais aussi les océans. Donc on trouve des maquettes, on trouve l'historique, on trouve les personnages, on trouve l'histoire des idées, donc c'est une exposition qui est assez complète. Est-ce que vous avez le sentiment, les uns et les autres, que l'art est un bon moyen d'explorer l'histoire? Mais absolument, et d'ailleurs, et en lien avec le sujet précédent, je vais faire référence à une autre exposition qui a lieu aussi dans les Hauts-de-France, à Arras, au musée des Beaux-Arts de Arras. C'est une exposition qui s'appelle Napoléon, images de légende, un partenariat entre la ville d'Arras, la région des Hauts-de-France et le musée et le château de Versailles, et où justement un certain nombre d'œuvres liées à l'histoire de Napoléon, à toute son épopée, sont présentées. Ce sont des œuvres rarement présentées, des tableaux, mais il y a aussi du mobilier, des sculptures, qui sont censées, au travers justement d'une exposition d'œuvres, retracer toute l'épopée napoléonienne, et qui permettent en effet, c'est une histoire qu'on connaît, mais de l'approcher d'une manière qui est à la fois plus riche, mais aussi plus présente, notamment du point de vue des tableaux qui représentent les batailles, et où on s'aperçoit qu'en effet, il y avait un certain nombre de peintres qui faisaient partie de l'équipe de com de Napoléon à l'époque, et le rapport avec l'époque actuelle est tout à fait saisissant à ce niveau-là. Ça permet à la fois de voir ce qui est singulier à cette époque et aussi ce qui est proche de notre époque aujourd'hui. Et d'ailleurs, sa conquête de l'Égypte était liée au canal de Suez. Bien sûr. Parce que les Britanniques voulaient ouvrir un canal pour relier Londres à leur empire en Inde. Et donc, c'était la veine jugulaire pour connecter le royaume, la capitale, Londres, avec l'Inde. Et Napoléon avait fait mener sa campagne en Égypte pour verrouiller justement le passage des Britanniques par l'Égypte vers l'Inde. Est-ce qu'il existe, Myriam, des expositions historiques? Il y en a de nombreuses. Il y a des musées spécialisés justement sur ces thématiques-là. Je pense au musée Stuart, qui est un tout petit musée, mais il y a le musée Stuart. Ah oui, pardon. Et
Ça va mieux. Et il y a le Musée de la civilisation de Québec qui, depuis toujours, présente des expositions sur la Grèce, l'Égypte antique, mais aussi l'histoire un peu plus récente, 19e, 20e siècle. Et présentement, au musée Pointe-à-Calière, qui est relativement un nouveau musée, qui est à Montréal, dans le Vieux-Port de Montréal. Super. Très beau musée. Très beau musée. Relativement jeune, 1992, si je ne me trompe pas, qui présente une orientation vraiment architecturale, archéologique et historique. Et présentement, ces jours-ci, une exposition féministe qui s'ouvre. Et j'aime beaucoup ce pan de l'histoire qui est enseigné à travers cette exposition-là sur les reines d'Égypte. Leur pouvoir religieux, économique, politique, social. Parfois même, il y avait des femmes qui avaient des rôles de pharaons. Un pan de l'histoire qui est occulté, ou en tout cas oublié. Et on parlait un petit peu plus tôt à l'émission de cette démocratisation de l'histoire, l'enseignement de l'histoire et de l'art. Je pense que tant que ça ne sera pas très bien fait dans les écoles, qu'il y ait des musées qui aient ce mandat-là, c'est vraiment très, très bienvenu. Et le musée Pointe-à-Calière est toujours bondé. Des plus jeunes aux plus âgés, il y a des groupes. C'est des visites obligatoires. C'est des visites obligatoires scolaires, mais aussi... bienvenu, évidemment. C'est un musée qui est intéressant autant pour les parents que pour les enfants. Souvent, c'est une tâche pour un ou pour l'autre, mais là, cette fois-ci, c'est vrai, l'approche est vraiment 7 à 77 ans. Exactement. Je voudrais signaler qu'au musée Picasso à Paris, vous avez une exposition sur Guernica, sans Guernica, ce qui nous ramène évidemment au sujet d'avant. Il y a tout sur Guernica, sauf Guernica, mais c'est une exposition qui est à la fois autour d'une grande œuvre, évidemment, autour d'un grand débat concernant la guerre d'Espagne. Vous savez que Picasso n'a accepté qu'après la disparition de Franco que Guernica revienne en Espagne. Nicolas, art, histoire. Vous êtes, c'est le jury, c'est le grand oral de l'ENA. Vous devez répondre, vous avez 5 minutes. Alors je vais le faire en 30 secondes. Moi, c'est un sujet qui me passionne, l'art et l'histoire, parce que je trouve qu'au-delà d'explorer l'histoire, les expos, par exemple, ce sont des endroits où on peut la transmettre, on peut l'enseigner. Moi, j'aime me poser dans les musées et d'observer les groupes scolaires, vous savez, qui viennent voir ces expos-là. Et je vois les jeunes qui sont en admiration devant des œuvres, qui vont chercher de l'information. Je me demande s'ils font la même chose dans des livres, en classe, etc. etc. Je trouve qu'en fait, ces expositions-là ont une vraie influence sur notamment les plus jeunes pour leur apprendre l'histoire. Et effectivement, à l'heure actuelle, je trouve que c'est un des meilleurs moyens, même plus qu'Internet. Je sais que je vais peut-être me faire taper sur les doigts après, mais pour moi, c'est moi qu'elle veut frapper. C'est le meilleur vecteur pour donner envie aux plus jeunes, notamment, d'aimer l'histoire. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses, justement, sur Internet? Il y a plein de choses qui font aussi, qui aident les jeunes à aimer l'histoire. Déjà, il y a un compte Instagram qui va prendre des œuvres d'art et qui va raconter les grands événements historiques qui s'appelle Instagram. Mais il y a également un blog d'une fille absolument géniale qui s'appelle Caroline Guyot, qui s'appelle French Cancan et qui dessine. Et à travers, en fait, ces bandes dessinées, c'est une porte d'entrée pour les plus jeunes pour apprendre tout sur tous les rois de France. Elle va aller prendre une porte d'entrée différente, leur physique, disgracieux, les adultères, leurs allergies alimentaires. Et c'est comme ça qu'elle va faire... Elle va faire en sorte que les enfants vont s'intéresser, les plus grands, à l'histoire des rois de France, qui parfois peut être rebutante pour certains rois. Robert Leclerc, Charles Le Sceau, Philippe Auguste. Exactement, vous n'avez pas besoin de ça, mais pour vos enfants, pourquoi pas. C'est le nom de Louis XIV. Et enfin, je vous en avais parlé dans une précédente émission, l'excellente application StudyTracks revoit avec un autre art, l'art musical, l'histoire en chanson. Donc vous pouvez apprendre la Révolution française grâce au rap. C'est possible avec cette application. Ah oui. Et ne rigolez pas, ça marche bien. Elle est attaquée de partout. C'est mon rôle ici de vous dire que le digital peut aider. Il ne va pas tout remplacer. L'idée, c'est pas de se dire on va tout apprendre sur les tablettes, surtout qu'elles doivent être limitées dans la durée chaque jour. Il ne faut pas exposer vos enfants plus de 20 minutes aux tablettes. Donc, vous pouvez leur faire une exposition et en plus, vous complétez avec la tablette. Vous savez que nous sommes taquins, ma chère Laura. Je sais, mais là, vous êtes nous sommes deux. Taquins. En plus, on est en minorité, les femmes, cette fois-ci. Tout va bien, tout va bien. Je suis avec vous. Alors, art, histoire, confédération helvétique, bataille. Oui, en Suisse, c'est un petit peu, finalement, comme expliquait Myriam, il y a des musées qui sont dédiés à ça depuis belle lurette. Il y a 3 musées nationaux à Zurich, à Prangin, à Schwytz, qui sont là pour parler de l'histoire suisse. Voilà, donc il y a des expositions, en veux-tu, en voilà. Il y a le château de Prangin qui parle des Suisses de l'étranger, les Suisses qui ont marqué, ont laissé leur empreinte dans le monde. Donc c'était une autre façon de revisiter l'histoire. Il y a actuellement au musée d'histoire
l'histoire de Berne, il y a une expo sur mai 68. Donc c'est la possibilité de retrouver cette histoire-là en Suisse en mai 68. Mais ce que j'ai envie de dire, au-delà, on va dire, de toutes ces expositions qui font sens finalement, parce que ça nous explique à travers des objets qui sont là, à travers une scénographie, un pan d'histoire, et puis c'est forcément plus intéressant que le lire simplement dans un bouquin. Mais j'ai envie de dire, on peut aussi appréhender simplement les objets artistiques comme des objets ethnographiques, c'est-à-dire qu'ils ont une valeur historique en soi. On est entouré ici par des œuvres de Murakami, par exemple. Ces œuvres de Murakami, elles nous parlent aussi de l'histoire, du moment où elles ont été créées, du moment social, culturel dans lequel elles s'enracinent. Et c'est au-delà, on va dire, de l'aspect ludique, beau, joli, enfin ce que vous voulez de ce qui est mis en avant, c'est aussi une manière de pouvoir rentrer dans un moment d'histoire où elles ont été créées. Et c'est valable pour ce qu'on voit ici, mais c'est valable pour n'importe quel autre objet artistique, sculpture, peinture ou autre, et même certaines anciennes peintures, par exemple. Le patrimoine, hein. Mais c'est ça. Et puis, si nous partons tous ensemble, y compris avec Laura, à Versailles, bien sûr. Forcément, nous tombons sur le Louis de Fortune et de ses copains, Louis XIV. Non, mais littérature ou autre, c'est aussi une façon, même dans la littérature, pas simplement dans les objets. Chambord, Chenonceau. C'est aussi une manière d'entrer, on va dire, dans une histoire. Et des fois, peut-être qu'on oublie ça ou qu'on l'apprend par devers soi. Mais il est bon des fois de rallumer, on va dire, la petite lumière en se disant, voilà, je regarde quelque chose parce que c'est artistiquement intéressant, beau, mais en même temps aussi, c'est historiquement éclairant. Mais les musées, justement, sont au croisement d'une parole entre l'art et le patrimoine. Et je pense que les visiteurs viennent régulièrement y chercher justement la vérité historique qu'ils n'ont peut-être pas ailleurs. L'art, le patrimoine, c'est complémentaire. C'est exactement ça. Et il n'y a pas d'histoire sans art, car c'est les historiens nous racontent l'histoire, l'art, l'architecture, la sculpture, la peinture, nous donnent à la voir. Nous donne à la toucher, à la voir en relief. C'est concret. Et quand il s'agit d'un site, carrément, à nous y promener et à retourner presque à l'époque, puisque l'art, c'est l'instantané d'une époque, et ça, aucun historien comme la photo ne pourrait le restituer aussi fidèlement qu'un artiste. Voilà. Les célèbres considérations de Baudelaire sur l'art, ça doit appartenir à la fois à un monde esthétique codifié et en même temps, ça doit refléter une époque. Si vous avez simplement l'un, le monde codifié, ou simplement l'autre, l'époque, eh bien vous passez à côté du sujet. Il faut les deux. Au revoir et merci Slimane Zeguidou. Vous êtes le canal de Suez à vous tout seul. Et voici maintenant le tour du monde du zap culturel francophone que le monde entier nous envie. Le voici. Je me sens beaucoup moins sur la réserve et en même temps complètement bloquée comme j'ai toujours... ça, je l'ai toujours vécu, mais moins pétrifiée, en fait. Consternation au musée Étienne Terrus d'Elne. Une grande partie des tableaux du peintre catalan exposés dans les salles du musée seraient des faux. Le préjudice est estimé à près de 160 000 €. La mairie d'Elne vient de porter plainte contre X. Wahib Sheata et Abdou Wologem entament un dialogue autour du sacré. Le résultat, c'est cette exposition Abîme au pectoré, du plus profond du cœur en français. Un questionnement sur la foi, les foi, chrétiennes, musulmanes ou animistes. Vous êtes de passage au Québec parce qu'au mois de mai, vous allez faire des causeries musicales. Alors, où trouvez-vous votre plaisir à faire ces causeries musicales? Je prends un grand plaisir maintenant à passer le témoin. C'était la légende ABBA, que l'on pensait terminée. Pourtant, le groupe annonce l'enregistrement de 2 nouvelles chansons. Bonnet bleu, pantalon à pois, l'ourson gourmand et ses copains sont au cœur d'une exposition au château de Saint-Maurice, un plaisir régressif. La Suisse reste le premier marché francophone de l'ourson. La Madeleine de Proust, c'est terminé. La nostalgie de l'enfance a désormais la saveur d'une crêpe. En 2007, elle participe à la tournée RFM Party 80. Sa popularité auprès du public était restée intacte. Elle est décédée à 65 ans.
Max et Maestro, c'est une série animée diffusée en France sur France 4, la chaîne de service public que vous connaissez. Le but de cette création jeunesse étant démocratique, d'éveiller les petits à la musique classique. Des initiatives de plus en plus nombreuses ont cet objectif. Nous en parlerons après la bande-annonce de ce dessin animé à vocation ludique et pédagogique. Tu fais du piano depuis longtemps? Bah non, je fais le clavier dans mon groupe de rap depuis 3 semaines. Tu as l'oreille absolue, tu le sais. C'est quoi, une maladie? Pas du tout. L'oreille absolue, c'est savoir reconnaître une note et la reproduire tout seul, sans partition. Bah, tout le monde sait faire ça, non? Oh, c'est très rare, au contraire. Il dit que je suis doué et il veut me donner des cours. Et toi, tu as envie? Quand j'écoute du classique, je sens comme un truc qui fond à l'intérieur. Mais je peux pas, le classique, c'est la loose absolue. Mes potes voudront plus me parler. Est-ce que vous avez l'impression que nous avons besoin de passer par le dessin animé pour justement introduire les enfants, Rachmaninoff, Mozart, Beethoven, Mahler, Wagner ou la musique baroque que vous aimez tant? Alain. Je ne vais pas remonter jusqu'à la musique baroque, mais je pense que c'est quelque chose qui a quand même existé depuis très longtemps, l'envie de faire découvrir la musique aux plus jeunes générations. Ah, les petits chanteurs à la croix de bois. Oui, ou ce qu'on appelle les jeunesses musicales. Elles ont été développées en Belgique en 1940. Hein. Le premier concert de l'ancêtre des jeunesses musicales, c'était un concert pour la jeunesse, a eu lieu le 17 octobre 1940, à l'initiative de Marcel Cuvelier, qui est le directeur de la Société Philharmonique de Bruxelles. Et sa volonté était non seulement de faire découvrir la musique aux jeunes, mais aussi de soustraire la jeunesse aux entreprises insidieuses de l'occupant et de l'aider à se maintenir dans un état de grâce et d'espérance, puisque, à l'époque, la Belgique était sous occupation allemande. Et donc, ça montre bien l'importance de rappeler le nom de ce monsieur. Voilà, d'où l'importance. Monsieur Cuvelier, qui a quand même joué un rôle à la fois musical et humaniste, et qui démontre bien que cette envie de faire des choses, elle est présente. Je crois que ce qui est bien aussi, c'est de le faire aussi in situ, dans des scènes, dans des salles. La musique, ce n'est pas uniquement sur le numérique, mais si, moi je suis un défenseur du numérique. Ah, ça va être je suis un défenseur du numérique, donc je le dis quand même. C'est une porte d'entrée, le numérique. Pour des, voilà, petite mise en perspective historique. Et maintenant, je vous laisse présenter des initiatives mais vous, par exemple, plus contemporaines les unes que les autres. Est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, qu'il y a cette nécessité, cette envie? C'est une question compliquée, ce que vous posez là, parce qu'il y a différentes choses qu'on pourrait mettre en avant. Finalement, pourquoi est-ce qu'il y a des initiatives pour sensibiliser le jeune public à la musique classique Parce qu'il n'y a pas, c'est toujours la même histoire comme l'art. Parce qu'à l'école, c'est zéro. Oui, et pourquoi pas le jazz, finalement? Pourquoi le classique et pas le jazz, en l'occurrence? Je trouve très bien, effectivement, qu'il y a des initiatives pour sensibiliser le jeune public. Et il y en a, mais pléthore. Et je pense que c'est partout le cas. Je veux dire, en Suisse, que vous prenez l'Orchestre de chambre de Lausanne, l'Orchestre de la Suisse romande, le Grand Théâtre, la Tonhalle à Zurich, ils ont tous des programmes pour les jeunes, des concerts pour les jeunes, des concerts famille, des classes, des séjours dans les classes. Ils n'ont pas de Cuvelier. Non, Marcel Cuvelier. Marcel Cuvelier. Il n'y a pas eu d'allemand en Suisse, heureusement, donc c'est peut-être pour ça non plus qu'il n'y a pas de Cuvelier en l'occurrence. Non, enfin, il y a énormément d'initiatives. Et je pense, alors peut-être que je vais mettre un petit peu le pied dans la fourmilière, mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles il y a autant d'initiatives, c'est parce que la musique classique, en tout cas en Suisse, et je pense que c'est le cas dans les pays qui sont les vôtres ici, est subventionnée. Elle fait partie d'une sorte de domaine étatique. Les grands orchestres sont subventionnés. Et ils ont, parce qu'ils sont subventionnés, pour mission, effectivement, de sensibiliser le jeune public. C'est pour ça qu'il y a tout cela qui est organisé. Ce qui est très bien dans l'absolu. Moi, la question que je pose, c'est effectivement... Mais pourquoi pas le jazz, en l'occurrence? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sensibilisation pour le jazz? Ça va peut-être arriver après. Ou pour d'autres musiques, Parce qu'il faudra qu'un auteur soit sensibilisé au jazz et fasse le même type de programme autour de Miles Davis, Art Blakey, Duke Ellington, etc. Je suis pour, effectivement, mais il faudrait pour ça qu'on ait des orchestres de jazz. On ne peut pas être contre la vertu, donc je pense qu'on est tous assez d'accord qu'on est pour l'enseignement. Alors, voilà un bon sujet. On ne peut pas être contre la vertu. Chez nous, on dit on peut pas. Il n'y a personne qui est contre la tarte aux pommes. C'est une expression très québécoise. Tout le monde aime la tarte aux pommes. C'est assez consensuel. Oui, mais avec ou sans glace vanille? Ah, ben là, le débat est là. Donc, chez nous aussi, c'est à peu près comme en Suisse, il y a énormément d'initiatives. Presque toutes les institutions d'opéra, de ballet, de musique classique offrent des matinées
matinées jeunesse, des matinées musicales. La Maison symphonique de Montréal ouvre ses portes régulièrement pour les bébés jusqu'aux adolescents. Donc, et ce sont des Le résultat de tout ça, c'est qu'ils écoutent du rap. Oui, mais pourquoi pas? On peut écouter les deux, moi, j'ai rien contre. Le problème, c'est que chez nous, il y a eu de grosses coupures en culture et en éducation depuis les dernières années. Donc, ces programmes sont là. Après, est-ce que toutes les écoles ont le budget pour faire sortir leurs élèves des écoles et aller dans ces institutions-là? Aucunement. Est-ce que c'est un problème social? Exactement. Et après ça, si on souhaite faire une démocratisation de styles musicaux qui sont peut-être moins innés chez les jeunes, ça reste quand même un peu toujours en vase clos parce que ce sont les familles qui ont du budget pour faire des activités familiales qui vont aller dans ces lieux-là, qui sont déjà habitués d'écouter de la musique classique ou de jazz ou d'opéra à la maison, qui ne sont pas intimidés de traverser les portes de lieux comme la Maison symphonique notamment. Alors, finalement... Ou la Philharmonie à Paris, donc, l'objectif de démocratiser la musique classique est un petit peu, finalement, pas vraiment atteint parce que ce sont toujours les mêmes familles qui ont un petit budget pour faire ce genre d'activité. Mais il y a le numérique. Mais c'est pour ça que le dessin animé permet ça. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez des dessins animés qui ont existé, comme pour le sport, notamment pour Jeanne et Serge, c'était sur le volleyball. Jamais il y avait eu autant d'inscrits aux fédérations de volley. Pour la danse avec Ballerina, toutes les petites filles encore plus ont voulu s'inscrire à la danse. Donc là, la différence, c'est qu'avec ce dessin animé, c'est les enfants qui vont prendre leurs parents par la main, qui sont peut-être totalement déconnectés de la musique classique. Ça y est, Laura est en colère. On a réussi à la... Non, mais je trouve que ce dessin animé, c'est très bien, parce que les enfants vont demander à leurs parents, venez, emmenez-moi peut-être voir un opéra, écouter de la musique classique, là où les parents étaient totalement réfractaires et ça n'y intéressait pas du tout. Donc là, c'est les enfants qui vont être demandeurs et je trouve ça très, très bien. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce dessin animé, pour en revenir dessus 2 secondes, c'est que c'est pas rébarbatif. Il y a quelques minutes de musique classique qui sont dans une histoire globale. Je trouve ça génial. Donc, le dessin animé s'adapte à ce que les enfants ont envie. En France, autre chose que je trouve très intéressant, c'est toutes ces animations qu'il y a autour du classique. On a l'impression que ce n'est pas aux familles ou aux enfants d'aller vers le classique, mais le classique qui vient à nous. C'est-à-dire que on va être dans une pièce quelque part, on va faire un goûter, et là, il y a des instruments, il y a des musiciens. C'est, on va dire, un grand endroit où tout le monde peut venir avec ses enfants. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça casse les codes du classique, et c'est ça qui m'intéresse dans tout ce qui se passe actuellement en France, les goûters, concerts, etc., qui peuvent exister, c'est que ça casse les codes du classique, et donc on n'a pas ce côté élitiste. Et surtout, je rebondis sur ce que vous disiez, c'est qu'en France, par exemple, ce qui existe, c'est quelques euros, c'est 2-3 euros. Et donc, je trouve que ça cache justement ce côté élitiste qui est réservé à des gens qui s'y connaissent et surtout des gens qui ont besoin d'argent. Mais après, il y a encore une chose, je vais rebondir sur une initiative d'un chef suisse qui a pour nom Brönnimann, Guldur Brönnimann, qui est un chef qui est à la tête de l'orchestre symphonique de Porto aujourd'hui. Il y a une chose, c'est une chose que de sensibiliser, on va dire, les gens à la musique classique, de faire aimer la musique classique, c'est autre chose que de les amener dans la salle. Et souvent, et c'est ce que ce chef d'orchestre dit, il faudrait aussi démocratiser, on va dire, la salle pour le public. C'est-à-dire qu'il faudrait, pour lui, il faudrait arrêter, par exemple, je veux dire, il faudrait permettre aux gens d'applaudir mouvement, ce qui est totalement prohibé et qui hérisse tout le monde. Il faudrait que les gens puissent utiliser leur téléphone portable en mode silencieux, mais prendre des photos. Il faudrait qu'on puisse avoir des boissons. Mais oui, il faudrait qu'on puisse avoir des boissons. Il faudrait que finalement, il faudrait que le programme de musique classique réserve des surprises, qu'on n'ait pas tout qui soit annoncé à l'avance. Il faudrait que les musiciens s'accordent avant d'entrer sur scène. Et pas l'improvisation. Mais un côté beaucoup plus populaire, beaucoup plus démocratique, beaucoup plus ouvert. Et c'est un chef d'orchestre qui le dit. C'est pas voilà. Mais c'est là qu'on voit l'importance des passeurs. Regardez par exemple le rôle qu'a joué Leonard Bernstein dans les années 60 quand il explique un certain nombre de choses, parce que c'est un pédagogue extraordinaire. Et il y a une initiative qui a été prise d'ailleurs à Liège, qui s'appelle l'Orchestre à la portée des enfants, où les familles sont invitées et il y a des acteurs, des chanteurs connus des enfants qui viennent justement un peu naïvement, de façon un peu innocente, expliquer un certain nombre de choses, se mettre au niveau des enfants et servir de passeurs. Il faut des pédagogues, il faut des passeurs qui permettent justement ce lien. Et il faut sans doute qu'un certain monde musical, poussiéreux, compassé, arrête de croire que les salles sont des cathédrales où on ne peut rien toucher. Évidemment que ça a beaucoup changé, ça. Oui, enfin, apparemment pas en Suisse. Pas seulement en Suisse. Mais c'est pas les musiciens. Ça a beaucoup changé, regardez la Philharmonie. Absolument, mais oui, évidemment.
Il y a une série, la série pop de l'OSM à Montréal, donc je vais recommencer, l'Orchestre symphonique de Montréal, qui offre une série pop, donc des artistes de musique populaire très connus qui n'ont rien à voir avec la musique classique ou symphonique, donc sont invités à collaborer avec l'orchestre pour symphoniser leur répertoire musical. Il y a eu des groupes indépendants comme Half Moon Run ou encore Mika, il y a quelques années, qui a fait un succès. Donc, le public est là, a envie de découvrir à travers la musique populaire des œuvres classiques, mais au niveau des critiques musicaux, ça dérange le fait de populariser la musique symphonique. Donc, oui, le mandat est répondu, mais ça dérange. C'est souvent ça le vrai problème, c'est-à-dire que ça ne vient pas tellement des musiciens, parce que souvent les musiciens classiques sont des gens qui sont super ouverts, qui sont très rock dans leur tête. Oui, bien sûr. Alors que le public, les critiques, enfin ce qui les entoure, eux, alors sont souvent des conservateurs pour lesquels, mon Dieu, que c'est difficile de leur faire évoluer au niveau des mentalités. Et d'ailleurs, il est temps d'organiser des sessions d'initiation au rap pour le troisième âge. Voilà. Et oui, pourquoi pas? Un dessin animé sur le rap pour les personnes âgées. Ça doit marcher dans les deux sens. Ne me regarde pas, papy. Bon, alors, donc, sur Internet, je vais encore vous faire hurler. Non, mais déjà, je suis allée chercher tout ce qui concerne les enfants à la musique classique, et les pays anglo-saxons sont beaucoup plus en avance que nous. Mais non. Puisque, ils font des expérimentations sur les élèves de 7 à 10 ans avec un projet qui s'appelle l'Apollo Music Project, où on fait écouter de la musique classique aux enfants. On s'aperçoit que les résultats scolaires sont meilleurs. Ils sont plus concentrés et donc les notes deviennent meilleures. Donc c'est Beyoncé, gospel. La famille de Beyoncé, c'était les chanteurs de gospel. Donc une idée pour initier vos enfants à la musique classique dès le plus jeune âge, Guillaume, c'est leur faire écouter les berceuses. Il y a des berceuses, il y a une application qui est consacrée aux berceuses de musique classique où votre enfant, dès 3 mois, pourra écouter Brahms, Chopin, Mozart. Ça a été enregistré à Radio France, donc c'est très sérieux, c'est très bien fait. Et donc ça sert aussi à ça, le numérique. C'est Radio France. Voilà. Et personne ne met en cause le numérique. Je sais bien. Ça marche aussi sur les plantes, la musique. Nous plaisantons. Pas seulement sur les jeunes enfants. Alors nous arrivons au coup de cœur. Je vais vous en donner un très simple, puisque nous avons ouvert cette émission grâce à Slimane tout à l'heure avec le canal de Suez, Napoléon, etc. Il y a un très bon livre de Thierry Lenz pour ceux qui ont envie de partir en vacances et de tout savoir enfin sur le Premier Empire. Il y a des centaines et des milliers de livres sur Napoléon. Le grand avantage du livre de Thierry Lenz, c'est qu'il a repris tous les travaux et qu'en 600-700 pages, vous avez, ça s'appelle d'ailleurs le Premier Empire, tout sur la gloire, l'explosion, donc après le consulat, le directoire, etc., de Napoléon et évidemment la chute de l'Empire. C'est comment peut-on dire, une sorte de résumé magistral très simple de ce qu'a été cette période particulière de l'histoire de France, fut-elle d'ailleurs élargie au canal de Suez. Voilà, j'ai commencé par moi, pour une fois. Acte d'égoïsme, je suis confus, mon cher Michel. Jamais mieux servi que par soi-même. Un bouquin cette semaine, Guillaume, vous qui vous intéressez à l'art et à la peinture, je vous conseille un livre de Daniel de Roulet, c'est un auteur suisse, qu'il consacre à Ferdinand Hodler, puisque c'est le centenaire de sa mort cette année. Ferdinand Hodler s'appelle « Quand vos nuits se morcellent, lettre à Ferdinand Hodler », j'ai paru chez Zoé, c'est un très très joli livre dans lequel de Roulet exprime son admiration, retrace l'histoire, la biographie de Hodler, parle aussi de son œuvre en général. L'œuvre de Hodler, les montagnes, on les connaît, les paysages, les lacs, mais aussi Augustine, sa femme, Valentine, sa maîtresse, ou encore comment il a échappé à la censure, il a contourné la censure avec son fameux tableau La Nuit. C'est un très joli livre instructif et un vrai objet littéraire en plus. Laura. Une newsletter, c'est Music Tips. Toutes les semaines, vous allez recevoir une anecdote sur une chanson. Donc ça peut être du Claude François, du Beatles, mais aussi du jazz ou de la musique classique. Voilà, 1 minute pour vous instruire et vous recevez ça sur votre boîte mail. Music Tips. Mon coup de cœur, Guillaume, elle s'appelle Clara Luciani. Elle vient de sortir un album qui s'appelle Sainte Victoire. C'est l'une des voix incontournables de la scène pop française actuellement. Des lignes de basse tout simplement exceptionnelles. Elle joue de la basse, je crois, là, non ? Elle joue de la basse, effectivement. Ouais. Et ces lignes de basse, moi, elles me prennent au corps. Elle a une voix tout simplement exceptionnelle. Elle fait penser à Rita Mitsuko. C'est mon gros coup de cœur musical du moment.
Myriam. On la joue d'ailleurs beaucoup sur Ici Musique. Parlant de musique classique, tout à l'heure, j'ai envie de vous donner une référence pour vos jeunes, un livre disque en photo illustrée, en images illustrées. Ça s'appelle Un monde fantastique. Ça a été publié il y a quelques années chez nous, mais je pense que ça vaut la peine de retourner dans le temps pour justement initier vos jeunes à la musique classique à travers des biographies, des extraits d'enregistrements musicaux, passant de Verdi à Mozart à Tchaïkovski, et de très belles images. On navigue à travers tous ces mondes-là dans un livre qui s'appelle Un monde fantastique. Alain Gerlache, le baroqueux. Alors, c'est la passe de Troyes pour les Hauts-de-France. Vous connaissez notre proximité avec cette région. J'ai déjà parlé de l'Empire des Roses au Louvre-Lens, de l'exposition Napoléon au Musée des Beaux-Arts d'Arras. Et une troisième expo, bien différente, c'est l'exposition Jane et Serge au Palais des Beaux-Arts de Calais. C'est une exposition avec toute une série de photos inédites qui ont été prises à la grande époque, dans les années 60 et 70, 70, par le frère de Jane, Andrew, et qui, en effet, montre ce couple dans sa vie personnelle et intime, et c'est exceptionnel. Merci mille fois. Quand vous regardez derrière nous les tableaux de Murakami, au départ, on a toujours l'impression, justement, de cette prééminence du manga, de la gaieté, etc. Puis finalement, quand on est là depuis maintenant 1 heure pendant l'émission, on se dit, c'est quand même, par exemple, le tableau qui est derrière nous, assez extraordinaire, très prenant. On a envie de s'approcher, de se demander de ce qui peut exister dans cette mâchoire exceptionnelle. Bref, la surface des choses est très différente quand on la regarde longtemps. Car c'est ça, le fait de la peinture, c'est de regarder des images fixes longtemps, contrairement aux plans qui sont de plus en plus, comment peut-on dire, rapides au cinéma. Je vous embrasse, nous vous embrassons et vous vous embrassez, ce qui est l'essentiel. Ciao. Jean bleu, cuir noir, quand t'es arrivé, j'ai senti mon cœur vibrer. T'étais comme Johnny, junkie, bronzage de LA, cheveux blonds gominés. Et t'étais un peu ringard, mais t'avais dans le regard quelque chose de malsain. C'était ce dont j'avais besoin. Que ce soit mal, que ce soit fort, t'étais un animal, moi une enfant contre ton corps, bébé. Je t'aimerai jusqu'à la fin des temps. J'attendrai que ce soit le moment